Bonjour et bienvenue sur ce second et dernier podcast de la partie Le social des relations numérisées. Je suis Liliane et aujourd'hui nous discuterons des réseaux sociaux en parlant d'abord de quelques chiffres clés, puis en déterminant les risques qu'ont nos jeunes en les utilisant de manière trop précoce, et ensuite nous parlerons des différents moyens mis en place afin de les protéger sur ces différentes plateformes. De nos jours, il n'est vraiment pas rare de prêter son smartphone ou encore sa tablette à un enfant, soit dans le but tout simple de le divertir, soit dans des buts plus éducationnels, par exemple avec toutes les applications d'apprentissage à lire, à écrire ou même à calculer qui existent de nos jours. Cet acte, pourtant anodin, peut avoir des répercussions certes positives sur la vision des objets connectés par l'enfant, mais aussi qui peuvent être très néfastes s'il n'est pas bien contrôlé par les parents au quotidien. En effet, Internet de manière générale contient un grand nombre de contenus qui ne sont pas du tout adaptés pour les plus jeunes, et les réseaux sociaux ne sont pas du tout un cas à part. Bien que de manière générale les espaces soient plutôt civilisés, 25% des 8-17 ans ont déjà été victimes d'insultes, de mensonges ou de rumeurs sur les réseaux sociaux. 36% de cette même cible a déjà été choquée par certains contenus, notamment à caractère sexuel, violent, raciste ou homophobe. Et ils ne sont que 10% à en avoir parlé à leurs parents. De plus, les enfants ne savent pas se protéger dessus. La preuve étant que 92% d'entre eux utilisent leur vraie identité et livrent des informations personnelles sur leur profil. Seulement 1% semblent maîtriser les paramètres de confidentialité et sont conscients des risques pour leur vie privée. De nos jours, les jeunes ont en moyenne 210 amis et 30% d'entre eux ont déjà accepté comme amis des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Cela illustre bien le manque de connaissances et de prévention à ce sujet, en acceptant des gens qu'ils ne connaissent pas et qui peuvent les mettre en danger. Malgré cette incapacité à se protéger eux-mêmes, 48% des 8 à 17 ans sont connectés à Facebook et 18% d'entre eux ont moins de 13 ans. Certes, cela est fait avec l'accord des parents en grande majorité. Cependant, les jeunes se connectent souvent seuls depuis soit leur ordinateur à 50%, soit leur mobile à 23%. La moitié des enfants se disent surveillés, mais en réalité, la surveillance se fait surtout par rapport à des parents qui sont amis avec nous sur Facebook ou à l'utilisation d'un ordinateur commun sans réelle surveillance avec un adulte à côté pour vérifier les faits ou les contenus qui sont proposés à notre enfant. Le premier risque est l'exposition aux contenus choquants. En effet, beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook ou Instagram proposent des contenus à teneur pornographique ou avec un certain degré de violence. Ces contenus sont essentiellement visuels, avec des photos ou des vidéos, et ces posts peuvent se retrouver dans les flux de n'importe qui, pour peu que des amis se soient abonnés ou bien qu'ils aient interagi avec le profil. Comme dit plus tôt, une exposition à ce genre de contenu à un jeune âge peut avoir des effets très néfastes sur le développement de l'enfant et peut aller jusqu'à lui causer des troubles psychologiques qui peuvent persister ensuite jusqu'à l'âge adulte et lui générer des comportements inadaptés, voire nocifs, pour la personne et celle qui l'entoure. En effet, ces traumatismes que l'on subit à l'enfance sont ancrés et vont souvent nécessiter l'aide d'un spécialiste afin de les surmonter totalement. Le second risque des réseaux sociaux sont les arnaques. Sur Internet, de manière générale, beaucoup de gens profitent de la naïveté ou de l'innocence des gens et les arnaques en tout genre se propagent sur le web et les réseaux sociaux ne sont pas en reste. Des faux profils de gens célèbres, des jeux concours bidons, des liens corrompus, tout est bon pour voler de l'argent ou de la donnée personnelle. Ces arnaques peuvent paraître évidentes pour un public averti et adulte, mais pour les jeunes, ce genre d'offres peuvent leur paraître comme des aubaines et tomber facilement dans le piège. Le troisième risque, les publications préjudiciables. De nos jours, qui ne maîtrise pas le copier-coller ou le montage photo ? Rien de ce que l'on poste n'est confidentiel et on peut toujours tomber sur des gens malveillants. En effet, rien n'empêche ces gens avec de mauvaises intentions de récupérer ce contenu, de l'altérer ou de le sortir de son contexte et de faire un préjudice réel sur l'image de quelqu'un. De plus, les réseaux sociaux permettant de taguer nos amis sur les photos, il est même possible pour les autres de poster des contenus sur nous avant même de nous avoir demandé notre avis. Certains vont même jusqu'à créer des faux comptes juste pour poster des contenus préjudiciables sur quelqu'un sans que l'on puisse savoir leur identité. Parfois, ce préjudice est commis par des gens avec de bonnes intentions de base, comme nous allons parler dans l'exemple suivant, le sharenting, le cas où c'est les parents
qui créent ce préjudice à leurs enfants en partageant trop de leurs données personnelles sur les réseaux sociaux. Il n'est pas rare de voir des mamans poster des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Elles sont fières de leur petit bout de chou et veulent le partager avec leurs proches. Cependant, cette pratique n'est pas aussi anodine qu'elle pourrait le paraître, puisque les répercussions ne sont vraiment pas négligeables. La photo la plus innocente d'un bébé postée sur les réseaux sociaux peut être enregistrée et postée autre part, comme sur les sites pédopornographiques. Ce genre de détournement de photos d'enfants est très fréquent sur les réseaux sociaux, comme par exemple avec ce reportage de la RTS qui donne la voix à un père de famille qui raconte que, retournant des années après avoir créé un compte Flickr, a remarqué qu'une photo de ses enfants en train de faire pipi à la montagne avait été visionnée plus de 200 000 fois, alors que ce compte n'était absolument pas populaire. Alors évidemment, les parents ont envie de partager les photos de leurs enfants, surtout dans ce monde où le partage est une base des relations sociales avec ses amis et ses proches. Mais dans ce cas, il est plutôt conseillé de partager les dites photos sur un groupe privé de discussion. De cette façon, vous évitez les gens malveillants de débuter une irréputation non désirable pour votre enfant, tout en restant en contact avec les gens qui comptent. De plus, ce genre de comportement est plus sécure et donne un exemple aux enfants par la suite lorsqu'ils auront eux-mêmes une utilisation des réseaux sociaux. Puisque même s'ils sont plus habitués que nous aux technologies, ils ont quand même un problème avec cette sécurité et ils doivent apprendre que c'est très important de faire attention avec qui on partage nos informations ou des photos. Et tout ce qui n'est pas destiné à être public, même si le contenu n'a pas de caractère choquant ou inapproprié, il peut faire partie de notre vie privée et n'est pas destiné à être partagé sur un réseau social. Il est vraiment important de faire les bons choix sur ce que l'on poste sur les réseaux sociaux, car il est très difficile de retirer d'Internet ce qu'on y a posté par la suite. De plus, même si on y arrive, il est tout à fait possible, comme l'on disait plus tôt, qu'elle soit repostée et réenregistrée par les services Google. Alors bien entendu, certains parents se contentent de ne poster que quelques photos de famille au fil des années, mais d'autres en postent en très grande quantité pour documenter le moindre fait et geste de leurs enfants, alors que ce dit enfant n'a jamais donné son accord. C'est ce qu'on va appeler le sharenting ou partage parental, qui va être donc cette exhibition quotidienne de certains parents avec leurs enfants sur les réseaux sociaux. Selon une étude menée par Microsoft auprès d'adolescents de 25 pays, les jeunes en ont marre d'être affichés sur le web. 42% d'entre eux estiment en effet que leurs parents publient trop de contenu en ce qui les concerne. Aussi, fin 2018, le rapport de la Commission de l'enfance britannique, intitulé « Qui sait quoi à propos de moi ?», montre qu'un enfant de 13 ans a déjà 1300 photos et vidéos de lui postées en moyenne par ses parents sur le net. Entre 11 et 16 ans, ces ados postent eux-mêmes sur les réseaux sociaux à raison de 26 fois par jour environ. Et enfin, en prenant en compte les jouets connectés, les tablettes et les smartphones, il y aurait environ 70 000 informations à son sujet à l'âge de 18 ans. C'est pour ça qu'on va retrouver des entreprises qui peuvent connaître le nom, le prénom, la date de naissance, voire l'adresse de l'enfant le jour de sa rentrée des classes. Alors, encore une fois, vouloir immortaliser des moments de vie avec ses enfants et les montrer à ses proches a toujours existé et reste une réaction vraiment légitime et assez saine. En revanche, les partager à outrance sur les réseaux sociaux est très différent. Les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook sont au final des vitrines de la vie des gens. On n'y poste que des contenus qui ont une valeur ajoutée sur ce que les autres vont penser de nous. On n'y poste donc pas n'importe quoi, que des photos parfaites où l'on est beau et heureux. Ce qui est publié sur les réseaux sociaux ne représenterait donc pas la vraie vie, mais il s'agirait de plateformes où l'enfant serait considéré comme une prolongation narcissique parentale, voire comme une forme de trophée. Évidemment, tout parent a le droit d'être fier de ses enfants, et lorsqu'ils font leur premier pas ou bien lorsqu'ils réussissent le bac, mais cette fierté devrait se montrer plus dans un cadre privé, puisqu'au final, cette image qu'ils partagent sur les réseaux sociaux n'est pas la leur. Ce phénomène peut relever une fragilité assez narcissique chez les parents. Pour certains, si tel ou tel événement n'est pas photographié et partagé immédiatement sur les réseaux sociaux, c'est comme s'il n'existait pas. Et surtout, si le regard des autres n'a pas validé cette photo et ce partage, la valeur de ce moment aura au final largement diminué par rapport à ce qu'il aurait, par rapport à la valeur qu'il aurait vraiment eu dans la vie s'il n'avait pas posé comme facteur de réussite les likes et les commentaires de cette photo. Ce jugement permanent est vraiment blessant à la fois au final pour les parents et pour l'éducation de l'enfant et pour la vision qu'il aura de lui-même. Encore là, on peut observer un phénomène encore plus nocif qui va être le cas de certains parents qui tiennent des chaînes YouTube sur lesquelles ils partagent le quotidien de leurs enfants
à l'image d'une télé-réalité avec plusieurs millions de vues. Et autant d'internautes qui commentent et donnent leurs avis, parfois de manière bienveillante, et puis comme parfois aussi sur les réseaux sociaux, vraiment pas. Ces mêmes parents font des bénéfices d'ailleurs grâce à ces chaînes, avec l'intimité de leurs enfants, et dans ce contexte, les liens parentaux et psychiques que l'enfant va faire ne sont vraiment pas sains, et dans la mesure où ses parents préfèrent favoriser un objectif de nombre de vues et de likes plutôt qu'un environnement sain et supportif pour l'enfant de grandir, la connexion parent-enfant sera vraiment altérée. Alors il est important de noter que le sharenting n'est pas sans répercussions pour les parents non plus, puisque il est vrai que de nos jours, aucune loi n'a été mise en place pour protéger les mineurs de la surexposition sur les réseaux sociaux par leurs parents, puisque en effet, ils partagent leur droit à l'image avec leurs parents jusqu'à leur majorité. Par contre, rien ne les empêche, une fois majeurs, de porter plainte contre leurs parents pour motif de violation de droit au respect de la vie privée, comme par exemple en 2016, cette Autrichienne qui a donc porté plainte puisque ses parents avaient postulé plus de 500 photos sur les réseaux sociaux qu'elle catégorisait de gênantes, puisqu'en effet, c'était des photos d'elle sur son pot ou quand elle se faisait changer la couche. Alors, il est important de savoir qu'en France, la publication d'un cliché d'une personne sans son accord est passible d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, selon l'article 226.1 du Code pénal. Il est donc vraiment important de prendre des mesures pour protéger ses enfants et se protéger soi-même de cette surexposition et de ces comportements sur les réseaux sociaux. Alors, d'abord, lorsqu'ils sont en âge de comprendre, il faut leur demander, avant de poster une photo, pour savoir s'ils autorisent, s'ils sont en accord avec le fait que cette photo soit sur vos réseaux sociaux. Parce qu'en effet, lorsqu'on poste au final des photos de ses enfants sur nos réseaux, on lui crée une existence numérique, on lui crée une e-réputation. Donc c'est vraiment très important de prendre en compte son avis vis-à-vis de ce sujet. Il faut qu'il soit d'accord, il faut qu'il puisse le gérer plus tard. Et avant cet âge où il peut comprendre les répercussions et ce que ça peut engendrer, il vaudrait mieux éviter de poster ses photos sur les réseaux sociaux, et encore plus s'il est dénudé d'une certaine façon, comme quand il est en maillot de bain ou en couche, ou des cas similaires. Deuxièmement, il serait idéal au final de s'interroger à chaque fois avant de poster une photo, puisque au final c'est pas forcément nécessaire. Certains moments, certes, on voudra les partager avec un plus grand nombre, mais peut-être que pour ces petites actions du quotidien qu'on veut documenter, qu'on est quand même content en tant que parent d'avoir, il serait peut-être mieux de partager ces photos sur donc un groupe privé, comme on en parlait tout à l'heure, comme on peut le faire par exemple en créant un groupe de famille sur WhatsApp. Il est aussi important de jouer avec les paramètres de confidentialité de ces différents sites, puisque on peut paramétrer nos réseaux sociaux pour que nos publications ne soient pas publiques mais privées, et donc réservées qu'à un certain cercle d'amis. Et enfin, pour terminer, montrer l'exemple, c'est-à-dire diffuser que les photos qui sont vraiment, on va dire, partageables, qui ont ce sens social, qui peuvent être mis sur les réseaux sociaux, et garder privé ce qui est privé, puisque ça permettra ensuite à l'enfant de savoir faire la différence entre ce qui est public, ce qui peut être partagé avec tout le monde, ce qui n'aura pas de réelles répercussions si c'est gardé par Google ou récupéré par d'autres gens, aux contenus qui vont être plus privés, qui vont être plus destinés à un public proche, des amis, de la famille, etc. Le dernier risque non négligeable des réseaux sociaux est le harcèlement. Alors on a déjà parlé dans le cas du sharenting des risques des gens malveillants qui altèrent les contenus postés en les récupérant et en les repostant plus tard afin d'atteindre notre image, ou encore dans le cas des prédateurs sexuels qui récupèrent nos photos afin de les poster sur d'autres plateformes ou pour eux-mêmes. Alors ces acteurs sont aussi présents dans le cas du harcèlement, mais pas que, puisqu'on aura aussi les intimidations, les insultes, le piratage de comptes, les commentaires humiliants, la création de groupes de discussion pour se moquer d'une victime. Et ces violences des rapports entre jeunes peuvent pousser parfois la victime jusqu'à un suicide. Donc le phénomène d'entraînement d'ailleurs de ce genre de dynamique de groupe peut influencer certains à imiter les comportements violents et à se lancer dans des campagnes d'insultes contre le bouc émissaire designées par le leader du groupe, afin de se faire mieux accepter, afin de faire partie au final du groupe de classe ou autre au final. Donc cette cyber-intimidation ou harcèlement en ligne
est malheureusement une réalité ancrée sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il s'agit d'enfants, l'exposition à de tels comportements peut entraîner une chute de la confiance en soi, un isolement et même parfois des problèmes de santé mentale. Mais alors comment savoir que notre enfant est exposé à une cyber-intimidation, soit en étant la victime, soit en étant une partie de ce groupe? Alors d'abord, il faut savoir que la cyber-intimidation est un terme qui désigne le harcèlement, les abus, l'intimidation, l'humiliation ou les menaces dont une personne est victime par des moyens numériques ou les moyens de communication des réseaux sociaux. Donc un enfant peut être victime de cyber-intimidation par le fait de messages insultants, d'images gênantes ou manipulées de lui qui ont été publiées en ligne, de messages cruels le concernant ou encore d'actions similaires. Ce harcèlement peut avoir pour effet pour la victime d'avoir une tendance à éviter l'école, à se désintéresser de ses passe-temps favoris et à se replier sur lui-même, avoir des sauts d'humeur assez fréquents. Et il va montrer aussi des signes de dépression et il va faire preuve d'une soudaine discrétion s'il est physiquement harcelé. Un autre signal d'alarme va être la fermeture des comptes des médias sociaux existants sans avertissement ni explication aux parents et aux proches non plus. Il faut savoir que le cyberharcèlement est un sujet assez compliqué à traiter avec les victimes surtout, mais aussi avec les gens qui la font subir. C'est un sujet sensible qu'il faut aborder avec prudence. Donc si vous constatez que votre enfant est victime de cyber-intimidation, il est important d'enregistrer toute preuve de ces activités, y compris les messages textes, les captures d'écran des messages sur les médias sociaux, et de créer un journal ou un fichier, un dossier, dans lequel vous pourrez stocker tout ça et les reporter soit à l'école, voire à la justice si c'est nécessaire. Il est également très utile de s'assurer que un de vos propres enfants comprenne les implications potentielles d'une cyber-intimidation pour que eux-mêmes ne deviennent pas des harceleurs. Puisque de nos jours, on a quand même cette notion chez les jeunes de protection et d'anonymat sur Internet qui est fausse. Nous avons maintenant des moyens très efficaces de récupérer des adresses IP et au final l'identité des gens qui font du harcèlement en ligne. Il est aussi important de leur parler des conséquences morales sur ces personnes, de leur parler des implications sur la santé et de ce que ça implique en fait. Après tout, que l'intimidation ait lieu dans une cour de récréation, un gymnase ou n'importe quelle activité ou qu'elle se passe en ligne, les répercussions ne sont pas moins graves. Il est important qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on est derrière un ordinateur que le harcèlement ne touche moins la victime et qu'elle aura moins de répercussions. Il est vraiment important qu'ils comprennent les conséquences qu'elles auront sur la personne, mais aussi qu'elles auront pour lui, puisque c'est quelque chose d'assez, au final, grave d'avoir dans ces dossiers scolaires, pas juridiques parce qu'on est dans le cas de mineurs, des cas de harcèlement, surtout si le harcèlement a poussé la personne justement à se suicider ou à se mutiler ou des choses comme ça. Alors afin de pallier tous ces risques qu'on vient d'évoquer, il est vraiment primordial d'avoir une bonne communication avec son ou ses enfants. En effet, les enfants sont aujourd'hui exposés au numérique dès le très jeune âge et les moins de 16 ans passent en moyenne 3,5 heures sur leurs appareils mobiles chaque jour et sans aucune surveillance parentale. Il y a même des études qui ont été menées par le cabinet RS Components qui suggèrent que 61% des parents n'ont jamais accédé aux appareils ou aux comptes des réseaux sociaux de leurs enfants. Or, pourtant, Internet est un espace qu'on sait rempli d'informations, de contenus, de communication, sur lesquels les parents doivent prendre l'initiative pour garder leurs enfants en sécurité, bien entendu tout en respectant la limite de leur vie privée. Et donc, afin d'obtenir ce résultat, de rester au courant sans forcément être trop intrusif, le maintien d'une communication avec un mineur qui utilise donc Internet ou les réseaux sociaux est très très importante, voire primordiale, et peut donner aux parents cette indication des sites qu'ils visitent, les comptes de réseaux sociaux, les gens à qui ils parlent, et du contenu auquel il accède de façon appropriée. Cependant, bien entendu, la communication n'est pas le seul outil dont les parents disposent pour protéger leurs enfants des effets d'Internet et des réseaux sociaux. En effet, les enfants sont plutôt curieux et ils n'ont pas toujours conscience des répercussions, donc il peut arriver qu'ils désobéissent ou qu'ils disent pas toujours toute la vérité sur leur utilisation. Et parfois aussi, il arrive qu'ils tombent sur des contenus ou des gens inappropriés sans même l'avoir cherché en fait. Donc il est vraiment important de mettre en place des actions supplémentaires afin de les protéger. Alors en 2021, quand même, les dispositifs de sécurité sont vraiment nombreux. Alors il y en a qui sont sur les appareils eux-mêmes,
Par exemple, on peut contrôler les services internet et les sites web auxquels vous pouvez accéder à partir de chez vous en modifiant les paramètres du routeur de la box internet. Pour cela, il va falloir établir des blocs sur les sites internet spécifiques, mettre en place des contrôles de contenu qui vont être répertoriés donc adultes. Et dans certains cas, on peut même définir des horaires pour limiter le temps d'accès à internet et que l'enfant n'ait accès au final à l'ordinateur et aux services connectés qu'à un certain nombre d'heures par jour. Et si l'enfant possède par exemple un smartphone ou une tablette, on peut aussi, sur ces outils, aller dans les paramètres de navigation et rentrer des nouveaux réglages en fonction de l'âge, donc des contrôles parentaux pour régler vraiment l'utilisation d'Internet par l'enfant sur ses appareils. Il existe aussi une manière beaucoup plus simple pour les gens qui veulent pas s'attaquer au routeur ou qui connaissent pas trop les paramètres, comment les régler, etc. C'est de tout simplement mettre un code en fait sur les appareils connectés. Donc c'est simple et en général tout le monde en met un, ne serait-ce que pour se protéger en cas de vol. Donc le but est que l'enfant ne connaisse pas le code et que du coup il n'en ait une utilisation que lorsque son parent est avec lui. Donc bien surveillé. Ça peut être une solution viable, surtout pour les enfants vraiment jeunes. Donc on va partir entre 7 ans et 9 ans. Donc normalement ils sont pas sur les réseaux sociaux et c'est une solution tout à fait acceptable à cet âge-là. Pour les appareils connectés aussi, on peut bloquer certaines applications afin que celles qui sont sur l'appareil soient vraiment appropriées aux enfants. Et surtout qu'ils ne puissent pas faire d'achats intégrés et se retrouver avec des factures qu'on ne devrait pas avoir ou se retrouver avec des applications dont le contenu n'était pas approprié. Il y a des applications aussi de contrôle parental. Alors là, par contre, il faut faire un peu attention puisque c'est souvent des applications qui permettent une vision un peu abusive, c'est-à-dire qu'on va peut-être être un peu intrusif sur la vie privée de l'enfant avec ce genre de méthode. Mais c'est une méthode assez utile pour suivre les activités en ligne dans le cadre d'un plan familial, par exemple. Les protections qu'on peut mettre en place sur les réseaux sociaux, donc ça va être l'importance de la communication sur le choix des mots de passe qu'il va faire. C'est important qu'il choisisse des mots de passe forts, donc il faut lui apprendre comment les choisir afin de réduire le cas de hack et de vol de compte par des gens malveillants qui vont venir sur son compte poster des contenus ou parler à des gens en s'appropriant son identité. On peut aussi mettre du coup les contenus en mode vie privée plutôt qu'en public. On peut aussi réguler qui a accès à notre profil, qui peut nous trouver sur les réseaux sociaux. Désactiver la localisation et la reconnaissance des visages pour empêcher plus de récolte de données que nécessaire sur votre enfant. On peut aussi, dans les à propos, etc., expliquer que c'est vraiment important de pas rentrer toutes ces informations, de pas donner des informations trop personnelles, donc de vraiment avoir une vue sur ça, sur ce que l'enfant partage de lui-même sur ses réseaux sociaux. Alors nous voilà enfin à la fin de ce podcast qui fut assez long. Donc pour le résumer, il faut savoir que l'utilisation des réseaux sociaux, bien que nécessaire de nos jours, puisqu'ils sont une part de l'évolution des relations sociales, ils nous permettent de rester en contact avec nos amis et notre famille, et nos enfants à partir de 11 ans voient le besoin d'en faire partie, puisque leurs amis en font partie aussi, que beaucoup de leur communication se font là-bas, et qu'au final les gens qui n'en font pas partie se sentent laissés à côté. Donc il est plus important de savoir comment gérer l'arrivée de son enfant sur ses réseaux sociaux que plutôt de l'essayer de l'en priver. Je pense qu'en 2021, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire malheureusement. Enfin malheureusement pour leur sécurité, mais heureusement pour leur intégration. Donc afin de le protéger de tout ça, il est nécessaire de faire quelques actions, comme par exemple limiter la navigation et les échanges dans un périmètre adapté à l'âge et aux besoins. Donc par exemple avec tout ce dont on a parlé avec les paramétrages des comptes et puis surveiller son enfant quand il est sur les réseaux sociaux par exemple en l'autorisant à se connecter que par un ordinateur qui est dans le salon avec les parents, etc. Discuter régulièrement avec votre enfant de ce qu'il fait sur internet, donc discuter des sites qu'il aime consulter, avec qui il parle, ce qu'il a découvert de nouveau, et puis bien lui expliquer la différence entre les gens qui sont vraiment ses amis, les gens qu'il connaît, qu'il côtoie, et puis les gens qui essayent de le contacter par internet, qui vont peut-être agir comme des amis, ou qui vont récupérer l'identité de quelqu'un qu'il aurait pu connaître de loin, ou etc., mais qui ne sont au final pas des gens qui sont ses amis, et qui ne sont pas des connaissances directes. Donc lui faire comprendre que éviter les connaissances numériques, c'est le mettre en sécurité.
Il est aussi nécessaire d'apprendre aux enfants l'importance de la protection de leurs données personnelles. Encore une fois, en leur expliquant ce que ça implique pour eux de rentrer trop de données dans leur page profil ou de partager trop sur leur profil Facebook ou autre, Twitter, voilà, les choses comme ça. Et donc qu'ils apprennent à se protéger en ne postant pas des photos ou des commentaires ou des informations de leur vie privée et en se concentrant plutôt sur ce qui peut être partagé, ce qui peut être public, ce qui ne va pas entacher sa réputation en grandissant ou même donner trop d'informations sur lui trop jeune. Il est important de vérifier que les paramètres de protection de vie privée sont donc activés sur toutes ces plateformes qu'il va utiliser, autant l'ordinateur, donc les appareils, etc., que finalement sur les réseaux sociaux en eux-mêmes. Je pense pas que trop de protection puisse arriver, donc si les appareils sont programmés pour respecter une certaine confiance à l'enfant pour qu'il ne puisse pas tomber sur des contenus qui vraiment sont inappropriés pour lui et qu'au final il n'ait accès que à ce qui est autorisé et par la machine et par ses parents et que lorsqu'il y accède, il sent qu'il est en confiance, il apprendra par lui-même au final à trier les contenus auxquels il a accès, les contenus qui sont bien pour lui et qui ne le sont pas, et ceux pour lesquels il n'aurait pas eu suffisamment de maturité pour le déterminer lui-même, eh bien il sera protégé par la machine et par ses parents. Donc c'est donc fondamental. Et pour terminer, expliquer très bien aux jeunes que si il ou elle est victime d'harcèlement, il est très important qu'il en parle à un adulte très rapidement avant que ça ne s'aggrave. Et s'il n'est pas lui-même la victime, mais qu'il assiste en fait à ce genre de comportement dans un groupe envers une personne, il est aussi très important qu'il s'adresse soit à un parent, soit à un adulte de l'école ou de l'activité là où ça se passe. Voilà, donc merci beaucoup, c'était le podcast sur les réseaux sociaux et les risques pour les enfants. N'hésitez pas à commenter, liker ou même partager ce podcast si vous l'avez apprécié. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions vraiment ravis de répondre à vos potentielles questions ou d'en apprendre plus, ou même tout simplement d'élargir des points que nous n'avons pas eu le temps de bien approfondir durant le temps de ce podcast, malheureusement. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode dans Les enfants et les écrans.